Voilà, monsieur, bonsoir. L'élimination des Lions indomptables de football en huitième de finale de la Coupe d'Afrique de 2019, Coupe d'Afrique des Nations. 2-3 contre le Nigeria, comme qui dirait ouvert la boîte de Pandore. Sur les réseaux sociaux, dans les médias et en coulisses, des langues se délient qui pour dénoncer l'amateurisme autour de l'organisation même de l'équipe, qui pour décrier le choix des joueurs et des systèmes de jeu de l'entraîneur, qui pour accuser certains anciens lions indomptables, en tête desquels Samuel Eto'o-Fils, désormais désigné comme faiseur de roi. Principale cible des flèches qui fusent aussi, Narcisse Mouel et Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, et surtout Seydou Mbombo-Ndjeya, le prince de Fumban, devenu président de la Fédération camerounaise de football. Conséquence directe, le limogeage de l'entraîneur sélectionneur national et son adjoint, c'est-à-dire Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Mais au-delà de ces actes symboliques, l'intérêt aujourd'hui est de savoir si l'on a véritablement tiré les leçons de cet échec, d'autant plus que dans 2 ans, vous le savez, l'Afrique du football aura rendez-vous à Yaoundé pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2021. Dès lors, il est important de savoir ce qu'il faut faire pour une double réussite. Réussite sur le plan de l'organisation, réussite sur le plan sportif. Wilfried de Happy est un agent professionnel de joueurs qui exerce son métier depuis plusieurs années déjà. Il travaille avec un certain nombre de clubs assez responsables ou alors qu'on peut considérer comme étant des clubs de premier rang, occidentaux aussi. Fort de cette expérience, nous espérons jeter avec lui les jalons de cette réussite future. Fils de Maître Dieudonné Happy, l'ancien président du comité de normalisation, Wilfried a su se faire un prénom dans le milieu du football. Wilfried de Happy, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes agent de joueur FIFA. Oui. C'est bien cela. En quoi consiste votre boulot? En gros, mon boulot consiste à détecter des joueurs à travers l'Europe et de leur donner la possibilité de pouvoir obtenir des contrats professionnels et pouvoir avoir, pour certains, réaliser un rêve. Alors, détection, c'est, je veux dire, évidemment, c'est sur le terrain, c'est vous parcourez les différents championnats, les quartiers, ça se passe comment? Oui, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, nous avons ma compagnie qui s'appelle Utopia Group a donc une vision qui se développe depuis plusieurs années. Nous avons commencé par, vous savez, aujourd'hui, les championnats jeunes n'existent pas. Nous sommes focalisés sur les jeunes, les joueurs de moins de 19 ans, à partir de 15 ans. Et la meilleure vitrine aujourd'hui sont les championnats ou les compétitions internationales. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'écumer la majorité des compétitions, Coupe du Monde, Tournoi de Montaigu, Coupe d'Afrique des Nations. Et nous avons aussi un réseau de personnes qui travaillent avec des académies basées au Cameroun, qui nous recommandent certains joueurs, et quand on se déplace et qu'on rencontre ces joueurs, nous décidons si nous devons essayer de les aider ou pas. Alors comment fait-on pour devenir agent de joueur? Y a-t-il un cursus spécial? C'est sur un coup de tête? Comment ça se fait pour... En réalité, vous savez, la réglementation des agents de joueurs a changé depuis 2015 maintenant. Avant, il fallait passer un examen, un concours. Moi, je l'ai passé en 2012. Mais en 2015, la FIFA a changé sa réglementation. Et maintenant, on n'est plus agent de joueurs, on nous appelle intermédiaire de joueurs de football. Donc, il suffit de faire une demande avec remplir certaines conditions, une caution bancaire, une assurance, et comme ça qu'on est agent de joueur. Mais en réalité, ce qui fait l'agent de joueur, ce n'est pas sa licence, ce n'est pas son autorisation d'exercer. C'est sa capacité, donc son carnet d'adresse. Un agent qui a une licence mais qui n'a pas de contact dans un club n'est pas un agent. Donc je pense que pour devenir agent, il faut avoir une facilité ou une détermination à rechercher constamment de nouveaux contacts dans le milieu du football. Et il faut avoir une certaine capacité à pouvoir échanger avec les joueurs et négocier des contrats avec des clubs. Alors, en termes de bilan, je veux dire, combien de joueurs sont déjà passés sous entre vos mains? Je dirais qu'il y a au moins une bonne quinzaine. En ce moment, vous en avez combien? J'en ai 9. Dans quel championnat, à quel niveau? En Europe, j'en ai 4. J'en ai 4 professionnels. J'en ai 2 en France. J'en ai un en Roumanie, en Belgique. J'en ai un en Roumanie. J'en ai un qui était au Qatar. Tout le monde connaît. J'ai aussi plusieurs joueurs qui ont arrêté leur carrière. Et bon, nous,
dire, c'est que nous avons changé notre politique de fonctionnement. Avant, nous recherchions des joueurs qui étaient déjà en Europe, qui avaient déjà un potentiel plus facile à être vendu, transféré, comme on dirait. Aujourd'hui, nous avons complètement changé et nous partons à la base. Nous estimons que les joueurs, même pour voir les shapes, comme on dit en anglais, une mentalité, vous devez les prendre plus tôt. C'est comme apprendre à parler. Il est plus facile d'apprendre à parler une langue quand on est jeune que quand on vit. Donc nous avons décidé de nous focaliser sur les jeunes, là où au Cameroun, nous avons 7 joueurs de moins de 19 ans dont nous occupons et qui sortent petit à petit. Alors ça se passe comment? Je veux dire que si vous prenez par exemple un jeune de 15 ans oui. Et que vous décidez de le suivre, vous le mettez en pension, vous assurez son quotidien, je ne sais pas s'il essaie de concilier école et football, ça se passe comment? Vous l'envoyez en Europe, ça se passe concrètement comment? Bon, la réalité c'est que dans le cas idéal, il faudrait que le joueur aille à l'école. Mais pour toute chose qu'on fait, on doit s'adapter aux réalités locales. Et c'est ce qu'on fait. En gros, nous avons compris quelque chose. Nous avons dit, nous allons essayer de faire une petite analyse. Quand on regarde les derniers grands joueurs de l'équipe nationale, je dirais, les Samuel Eto'o, les Jérémy Ditap, les Stéphane Biya, les Mukandio, les Nicolas Nkoulou, ce sont des joueurs qui sont tous sortis avant les 18 ans. Ils sont sortis entre 15 et 17 ans. Donc, ayant fait une pige en réserve, ils ont eu la possibilité de pouvoir s'adapter non seulement au nouvel environnement, la possibilité de pouvoir corriger les erreurs qu'on a souvent en Afrique, les erreurs tactiques, qui n'est pas souvent très travaillées. Donc nous avons décidé d'essayer de combler ça différemment en détectant les joueurs à partir de 15 ans. Comme je l'ai fait notamment avec le jeune joueur Steven Voué, avec qui j'ai commencé à travailler à 17 ans, en 2017, donc il y a 2 ans. Donc 2 ans avant qu'il soit champion d'Afrique, meilleur joueur du championnat d'Afrique de la Coupe d'Afrique 2017, de moins de 17 ans. On les fait partir à partir de 15 ans dans des clubs professionnels. Malheureusement, les visas qu'on peut obtenir sont des visas maximum de 3 mois. Partent 3 mois avec la réserve. Ils rentrent, ils partent, ils rentrent. Tous les 3 mois, on fait des allers-retours. Ce qui fait que quand le joueur a 18 ans, il a déjà un club. Il le suit depuis un certain nombre d'années. Et il arrive déjà adapté. Il y avait déjà les carences, certaines lacunes qui sont corrigées. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des études, pour les joueurs qui vont, quand on les recrute, qui vont à l'école, on les accompagne. Aujourd'hui, une réalité, c'est que très souvent, les footballeurs ont sorte de familles qui n'ont pas de grands revenus. Donc, nous sommes obligés de les supporter financièrement. Parce que, comme on dit en français, ventre affamé n'a point d'oreille. Absolument. Donc, nous devons faire le maximum pour que ces joueurs se trouvent dans les conditions pour pouvoir évoluer un minimum dans de bonnes conditions. Et vous dites votre cible, c'est les moins de 19 ans. Oui. Essentiellement. Nous avons 9 joueurs, et sur ces 9 joueurs, nous avons 8 joueurs sous contrat. Et je pense bien, et sur ces 8 joueurs, nous avons 7 qui ont moins de 19 ans. Alors, votre profession, je veux dire qu'elle n'est pas vulgaire au Cameroun. Pendant longtemps, c'était comme un monopole. Comment cela s'explique-t-il alors que la pépinière, vous avez cité une génération de Samuel et tout le monde en connaît. Si on remonte bien plus loin en arrière, les frères Biik qu'on a découvert dans l'arrière-pays, à Poma de l'autre côté, il y a d'autres joueurs comme ça, Émile Bombou, bref, comment se fait-il? Ou alors, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que, avec tout le potentiel qu'on a, les intermédiaires de joueurs ne sont pas aussi fréquents dans notre environnement. Vous savez, il y a une différence entre être scout. Scout, c'est celui qui détecte le joueur, et être intermédiaire. Le scout détecte le joueur. Il le propose à l'intermédiaire. L'intermédiaire, maintenant, par ses contacts, peut le proposer à des clubs. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Enfin, il y a beaucoup de scouts qui pensent être intermédiaires. Mais il y a très peu d'intermédiaires qui sont sérieux. C'est-à-dire, un intermédiaire sérieux, connaissant les réalités économiques du pays, ne prend pas d'argent à un jeune pour le faire voyager. Un intermédiaire sérieux ne prend pas un joueur qui a un potentiel pour jouer en Champions League pour l'amener jouer en Malaisie ou en Indonésie. À part si c'est sa limite d'action. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se lèvent sur le tas et qui décident de devenir intermédiaire parce qu'il y a de l'argent dans le football. Ça, c'est indéniable. C'est pour ça que vous verrez très peu d'intermédiaires parce que le reste ne sont pas des
des gens des gens qui ont cette capacité, qui ont cette formation, qui ont suivi un apprentissage auprès d'autres personnes qui avaient déjà de l'expérience dans ce domaine. On peut dire que votre arrivée, à titre personnel, n'a pas fait que des erreurs, parce que si on se souvient plutôt qu'il y avait des gens déjà comme Maxime Nana qui étaient présents, je dis que ça a connu quelques casses, votre arrivée dans l'environnement. Oui, ça a connu quelques casses parce que, vous savez, quand on est... nous, on croit, parce que quand je dis nous, c'est que ma compagnie, je suis agent, mais je travaille avec des collaborateurs. Et nous, on pense que il n'est pas possible d'avoir une agence qui contrôle tous les joueurs. Okay. Il n'est même pas possible d'avoir une agence qui contrôle 23 joueurs, parce qu'on dit 18 joueurs, même 15 joueurs. Il n'est pas possible parce que il faut que vous ayez la capacité matérielle, ressources humaines pour pouvoir gérer une quinzaine de joueurs. Tout le monde ne sera pas satisfait de votre façon de travailler. Tout le monde n'est pas combattu avec tout le monde. Donc, il est important, même pour le développement du football, que les agents collaborent, certains et ces joueurs, d'autres en ont d'autres. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir un développement du football. Le monopole n'a jamais aidé à rien. Alors vous dites qu'il faut avoir une capacité. Je vais dire que moi je veux un peu comme une image. Au quotidien, ça consiste en quoi? Je veux dire, vous êtes agent de joueurs, si vous avez une dizaine de joueurs, vous avez des collaborateurs qui chacun s'occupe d'un joueur ou alors... Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que non, je m'occupe de tous les joueurs. Des fois, on travaille en collaboration avec d'autres compagnies. On peut avoir plusieurs agents dans une même compagnie. Nous travaillons tous ensemble sur le dossier, mais vous ne pouvez pas avoir il est juste impossible de pouvoir parler 15 joueurs tous les jours, chacun a un problème différent. Vous savez, des fois, vous aurez un joueur qui ne joue pas. Vous aurez un joueur qui n'a plus de club, qui arrive à la fin de son club, avec votre nouveau club. Il faut pouvoir gérer ses émotions. Donc vous avez besoin d'avoir des collaborateurs qui peuvent vous aider à s'occuper, on répartit un peu qui s'occupe beaucoup plus de qui. Okay. Et voilà comment ça marche. Vous n'êtes pas le joueur en équipe nationale de football. Je dis les Lions, vous n'en avez jamais eu? Non, je travaille avec un joueur. Bon, lui et moi, on n'a pas de contrat en tant que tel, qui est Jacques Zoua. C'est moi qui ai fait sortir Jacques Zoua du Cameroun en 2009. Oui. J'ai participé à son transfert du Coton Sport au FC Bâle. Donc je ne peux pas dire que Jacques c'est mon joueur parce qu'on a une relation qui dépasse l'amitié. Donc je n'ai pas de joueur en sélection sous contrat. Voilà. D'accord. Mais il revient assez souvent qu'on accuse les agents de joueurs de prendre des équipes nationales en otage, surtout l'équipe A, dont on a l'impression évidemment que les agents, c'est peut-être logique dans votre métier, si tant il est vrai que l'intérêt pour vous c'est que votre joueur soit exposé, mais on a l'impression que vous faites du lobbying, vous entretenez des réseaux et souvent des conflits pour que vos poulains, vos joueurs soient positionnés dans les différentes équipes. Oui, bien sûr, il y a des gens qui font ça. Mais moi, je veux prendre les choses d'une façon un peu différente. Dans toute chose dans la vie, il faut mettre un peu de logique. Aujourd'hui, si vous regardez l'équipe nationale actuelle, vous avez, sur les 23 joueurs, vous avez au moins 17, vous avez au moins, je dirais, 20 à 21 joueurs qui étaient en sélection nationale, bien avant mon arrivée dans le giron du football camerounais. Choupo-Moting était là avant, Jacques Zoua était là avant, Georges Mandiek était là avant, les deux ont fait la CAN et ont gagné Hugo Bross. Christian Basselov était là avant nous, Clinton J était là avant nous, et Olivier Boumal même, qui est revenu, était là, qui a fait la confédération, Zambangui était là avant, Yaya Banana était là, Gade était là, Onana était là avant, même si il est revenu. Donc, très souvent, on accuse les agents de prendre des joueurs de seconde zone pour les mettre en sélection, pour les mettre en vitrine. Absolument. Mais aujourd'hui, vous avez déjà des joueurs qui sont déjà à l'extérieur. Quel est donc l'intérêt pour un agent de ramener des joueurs qui étaient déjà là avant, qui ont gagné des cannes? Non. Pour mon cas personnel, vu qu'il y a des spéculations à ce niveau-là, vous aurez vu dans la liste des 23 des joueurs inconnus, des joueurs qui n'ont pas de statut, afin que je puisse les revendre plus cher. Mais ce n'est pas le cas. Et j'estime que les agents qui font ça font des erreurs. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, pour que nous, on vende nos joueurs cher, c'est l'équipe nationale qui est la vitrine. Si l'équipe nationale fait de belles choses,
la valeur de vos joueurs augmente. Absolument. Donc, si vous mettez des joueurs qui n'ont pas le niveau, juste parce que vous avez une opération, c'est que vous ne voyez pas long terme. Et nous, à Utopia Group, on a une vision à très long terme. Alors, à côté de cela, je veux dire, parlant peut-être un ou deux mots de vous. Vous êtes né au Cameroun, c'est ça? Je suis né au Cameroun. Vous avez fait vos études au Cameroun? Je suis né au Cameroun le 15 juillet 1986, donc il y a 33 ans, je viens d'avoir mes 33 ans. Mon père était avocat à Marois. Donc, j'ai passé les 15 premières années de ma vie à Marois, donc je peux me considérer comme un enfant de Marois. Et à 15 ans, je suis parti pour Montpellier, où j'ai eu mon bac en 2004. Puis j'ai fait 2 ans, j'ai fait 2 ans d'université en France, où j'ai commencé en faisant ingénierie aérospatiale. Et j'ai transféré aux États-Unis pour continuer et compléter un bachelor. Et j'ai obtenu donc mon bachelor en Mechanical Engineering avec une compétence en pétrole à l'université de Houston. Voilà. Puis je suis entré dans la vie active et je suis décidé de revenir vivre au Cameroun. Bah, je veux dire que du pétrole au football, il faut bien que, je veux dire, pas d'intérêt, pas d'action. Il faut bien que l'accroche soit importante. Je veux dire, c'est quoi? C'est l'amour pour le football? C'est la cagnotte de Pactol qui est plus intéressante? Vous savez, moi, je savais, comme je vous ai dit, j'ai une vision à long terme. Donc, depuis tout jeune, j'avais dit à mon père que voilà, mon diplôme, c'est pour toi. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est les affaires. Donc, il savait. Donc, aujourd'hui, vous savez, pour faire les affaires, il faut avoir de l'argent. Et quand on est jeune et africain sans ressources, quand je parle de ressources, je parle de ressources à un certain niveau, les banques ne nous accompagnent pas. J'aimais beaucoup le football, j'ai une passion pour l'équipe nationale. Et donc, je me suis demandé quel serait le moyen le plus simple pour moi de pouvoir financer mes investissements futurs, avoir de quoi investir au Cameroun, parce que j'ai envie de vivre au Cameroun, sans nécessairement avoir besoin de caution, etc. Donc j'ai eu la chance de me rendre compte que je pouvais lier mon amour pour le football aux affaires, à la partie économique, au commerce, au football business, comme on dit. Et je suis devenu dans le premier temps scout en 2008, puis agent de joueur en 2012. Okay. Alors sur ce parcours, sur ce chemin, vous faites la rencontre, j'ai failli dire heureuse, de Samuel Eto'o. Comment ça se passe? Écoutez, rencontre, c'est... Je vais expliquer pourquoi. Je commence à travailler avec Samuel Eto'o en 2012, fin d'année 2012. Je suis encore étudiant, je suis à Houston, et je ne peux pas voyager parce que je suis en train de compléter mes études. Un an et demi auparavant, j'ai eu une idée. Je me suis dit... Enfin, j'étais un jeune agent. J'étais encore un scout et je savais que je ne pourrais pas devenir l'agent de Samuel Eto'o en me présentant, écoutez, je suis Wilfried, je suis agent. Non, parce que je n'avais aucune référence. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi, j'ai dit, comment est-ce que je pourrais travailler avec Samuel Eto'o sans avoir besoin sans utiliser ma casquette d'agent. Vivant aux États-Unis, à cette époque-là, Samuel Eto'o était le joueur le mieux payé au monde. Je me suis dit, le football n'est pas le sport le plus populaire aux États-Unis. Je vais proposer à Samuel Eto'o de m'occuper de son marketing et pour détecter plus de contrats publicitaires qui est souvent la faiblesse des joueurs africains. Et donc, ce serait ma porte d'entrée pour aspirer à plus de choses. Donc, j'ai monté ce projet, j'ai contacté une agence aux États-Unis en faisant montrer les possibilités, le potentiel qu'on aurait pu avoir ça. Ils m'ont accompagné et ça m'a pris 1 an et demi. Et j'ai un ami espagnol qui connaissait un contact à Samuel Eto'o qui nous a mis en contact et a présenté mon projet, malgré le fait que j'étais aux États-Unis. Samuel Eto'o a apprécié qu'un jeune Camerounais puisse avoir ce genre d'initiative. Vous savez, les gens attendent toujours qu'on leur donne. Mais là, c'était beaucoup plus, je travaille et j'ai ma rémunération. À cet effet, bon, sur cette base, il a donné son accord de principe.
J'ai travaillé avec Samuel Eto'o pendant 1 an et demi par téléphone. On ne s'était jamais vu. J'étais à l'école, je travaillais. Il y avait la Coupe du Monde, donc il était en Russie. Donc on ne s'est pas vu. Et j'ai rencontré Samuel Eto'o pour la première fois. Le premier rendez-vous était le 12 décembre 2012. Donc on peut dire 12-12-12. Ce qui est un signe. Je crois que ça vous a bien marqué. Ça m'a marqué. Et je l'ai rencontré finalement, physiquement, pour la première fois, après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en Angleterre, quand il me transfère à Everton, en septembre 2014. Donc on a travaillé pratiquement 2 ans ensemble, sans se voir. Bon, ce qui a, je pense que je dois dire merci à ce monsieur, parce que ce n'est pas tous les Africains, c'est pas tout le monde qui aurait décidé de donner la chance à un jeune Camerounais qui a envie, qui lui a montré qu'il a envie de se dépasser et de faire quelque chose de... Aujourd'hui, quel est votre rôle à côté de lui? Je suis son manager, donc je m'occupe de tout ce qui concerne la gestion de sa carrière, la gestion de ses affaires, de ses intérêts. Mais aujourd'hui, à côté de ça, on a dépassé ce stade. On n'a plus une relation simplement d'agent et de client, mais c'est un grand frère qui aussi donne des conseils à son petit frère, et c'est quelqu'un qui écoute, ce qui est très important, qui écoute et qui donne des conseils, qui ne pense pas qu'à lui seul. Donc on a une relation qui dépasse le cadre du travail aujourd'hui. Alors vous comprenez, je vais peut-être, avant d'y arriver, avant d'avoir cette autre question, déjà vous féliciter pour du moins vous transmettre les félicitations de STV à Maître Happy pour sa récente élection au niveau de la vice-présidence de la commission de gouvernance de la CAF, la Confédération africaine de football. En fait, j'ai fait la transition pour revenir à Samuel Eto'o et pour dire que vous comprenez, vous pourrez donc comprendre ceux-là qui estiment que l'arrivée de Maître Happy à la FECAFOOT comme président du comité de normalisation était un peu une façon pour Samuel Eto'o d'essayer de prendre en main le football, de finalement arriver à ce soupçon qu'on lui attribue, vouloir contrôler le football camerounais, la FECAFOOT, et qui c'est peut-être des liens indomptables. Oui, je comprends votre question, mais le problème, c'est une question de mentalité. Aujourd'hui, au Cameroun, les gens ne croient plus au mérite et à l'excellence. Est-ce que le fait que ce soit peut-être Samuel Eto'o qui ait recommandé une personne est un problème? La question est de savoir, est-ce que cette personne a des compétences? Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il a même de faire le travail pour lequel il a été engagé? Aujourd'hui, est-ce que la nomination... On a eu des présidents de normalisation à l'époque. Est-ce que la nomination de Maître Happy en tant que vice-président de la gouvernance de la CAF aurait été possible si le travail qu'il a fait au Cameroun avait pas été de qualité? Donc je pense qu'on détourne la question. Je pense que en réalité, on ne devrait pas juger Samuel Eto'o sur sa capacité d'influence. Si même c'est vrai, mais je pense que M. Amada est un monsieur qui a les compétences et la possibilité de pouvoir juger si un collaborateur qu'on lui propose ou pas mérite d'être à ses côtés et de l'accompagner dans sa mission. Quel est le rôle réel de Samuel Eto'o dans le football camerounais? Qu'est-ce qu'il fait, que ce soit au niveau de la fédération ou un peu plus bas, dans la formation des jeunes, au niveau des équipes nationales? Évidemment, on sait qu'il n'a pas de fonction officielle, mais qu'est-ce que lui, concrètement, il fait? On a entendu des bribes, d'aucuns parlaient de cette prise en charge de l'équipe nationale au Qatar dans la préparation par Samuel Eto'o. Bref, quel est le rôle de Samuel aujourd'hui? Bon, je vais répondre à cette question d'une façon un peu détournée. Okay. Je vais vous prendre un exemple qui était la normalisation. Quel était le rôle de Wilfried Apri auprès du président Maître Happy? Okay. Maître Happy est un normalisateur qu'on nomme dans un domaine qu'il ne connaît pas, qui est le football. Par contre, il connaît ce qu'on appelle le droit. Aujourd'hui, vous avez un fils, vous
vous avez une voiture qui tombe en panne. Votre fils est mécanicien. Allez-vous passer le service et des compétences, de la connaissance de votre enfant parce que c'est votre enfant? Votre enfant ne veut pas vous tromper. Donc, Samuel Eto'o a ce même rôle, que ce soit auprès du comité de normalisation, auprès de l'État ou auprès de la CAF, où il a d'ailleurs été nommé conseiller du président de la CAF. Comme Didier Drogba. Voilà, tout comme il peut l'avoir auprès de Seydou Mbonjoya, le président de la Fédération camerounaise de football. Il a un rôle consultatif. Donc on le consulte sur une fonction consultative, on le consulte dans les domaines dans lesquels il est expert, c'est-à-dire le football. Je pense qu'il n'y a pas mieux que Samuel Eto'o pour indiquer à qui que ce soit dans quelles conditions un joueur doit être mis pour pouvoir performer au meilleur niveau. Donc, il n'a pas d'influence d'un point de vue décisionnel, il n'a pas d'influence sur le plan administratif. Si votre fils ou un ami peut vous aider à répondre à une question dont vous n'avez pas la connaissance nécessaire pour pouvoir trouver la solution, il est en droit de demander à cette personne. Et je vais chuter sur ce que... Enfin, je vais continuer sur l'autre volet de votre question. Qu'est-ce que Samuel Eto'o fait pour le Cameroun au niveau de la formation, etc. Aujourd'hui, l'équipe nationale, André Onana, qui était demi-finaliste, je me souviens bien, de la Champions League. Avec l'Ajax. Avec l'Ajax. C'est un produit de la Fondation Eto'o. Fabrice Ondoa, c'est un produit de la Fondation Eto'o. Fabrice Olinga, c'est un produit de la Fondation Eto'o. Christian Bassogo, c'est un produit de la Fondation Eto'o. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je suis désolé, je suis de l'avouer, l'apport que Samuel Eto'o nous apporte, nous, parce que on parle de football, mais il n'y a pas que le football. L'aide, quand je sollicite l'intervention de Samuel Eto'o dans certaines situations où je suis bloqué, pour pouvoir aider nos jeunes joueurs d'Utopia Group, Samuel Eto'o n'hésite pas, il le fait. Donc, je pense que Samuel Eto'o fait, dans la mesure où ses moyens, participe au développement du football camerounais, qui est sûrement un de ses rêves, sans forcément dire qu'il le dirige, parce qu'il ne le dirige pas. Mais n'empêche qu'on lui attribue aussi beaucoup de relations conflictuelles, c'est-à-dire que, et vous faites bien de citer quelques joueurs. Donc on pense évidemment que pour le compte de sa fondation, pour le compte de tout ce qu'il forme, Samuel a une main mise sur l'équipe nationale, sous-entendu que privilège à ses joueurs. Donc il se bat pour que les entraîneurs qui viennent à la tête des Lions soient des entraîneurs qui sont soit amenés par lui, soit sous son contrôle. Bref, Samuel, on lui attribue également des relations conflictuelles avec les anciens Lions, Albert Roger Mila, pour ne citer que lui, Joseph-Antoine Bell et bien d'autres. Mais je veux dire que, indépendamment de l'apport que Samuel a pu faire ou continue de faire pour l'équipe aujourd'hui, beaucoup ont quand même le sentiment qu'il est également, pour beaucoup, dans l'échec de ce que connaît notre équipe. Son omniprésence. Je prends une autre image. Pendant la CAN, on a vu bien qu'avant le départ de Yaoundé, les joueurs, ils ont dit pas de staff, en dehors du staff technique, dans le vestiaire. Et on a vu Samuel Eto'o tabler, par exemple, avec Seedorf. Et puis, dans le vestiaire avec les joueurs, sans que le ministre des Sports, par exemple, n'ait eu le même privilège. Bon, ce que je vais dire, je vais commencer par répondre à la question de conflit avec les joueurs, avec l'impression qu'il essaye de mettre des coachs pour voir un plan de ces joueurs. Aujourd'hui, dans l'équipe nationale, Samuel Eto'o a combien de joueurs? C'est-à-dire, quand je parle de joueurs, c'est des joueurs qui sortent de son giron, de sa fondation. Nous avons André Onana. Ouais. Je pense que c'est le meilleur gardien camerounais du moment en termes de ses statistiques. Absolument. Nous avons Fabrice Ondoa. On l'appelle aussi le chat, à cause de sa CAN 2017, qui est champion d'Afrique 2017. Nous avons Christian Bassogog, qui est meilleur joueur de la CAN 2017. Et nous avons Wilfried Kaptoum, qui joue au Betis Séville, qui a plusieurs matchs d'Europa League à son actif cette année. Donc, je ne vois pas
combien de joueurs Samuel Eto'o aura en sélection pour pouvoir imposer toute une armada de joueurs ou nécessité d'avoir un coach pour pouvoir imposer ces joueurs. Vous savez, nous avons une polémique où les joueurs se plaignent de ne pas être appelés ou d'être lésés à cause du fait qu'ils n'ont pas de proximité avec Samuel Eto'o. Mais je vais vous dire que un des fils de Samuel Eto'o, parce qu'ils sont tous ses fils, s'appelle Fabrice Olinga. Fabrice Olinga n'a pas été retenu dans le stage, dans la liste finale des 23 joueurs qui avaient à la CAN, pourtant il est dans la liste de 36. S'il y avait vraiment cette influence, Olinga aurait été retenu. Wilfried Kaptoum, tout le monde reconnaît son talent. Il est dans la liste des 23, mais il n'a pas joué. Donc, quelqu'un qui a de l'influence et qui met ses joueurs en avant aurait au moins recommandé au coach de prendre ses joueurs, tous ses joueurs, et de les faire jouer. Il y a eu quand même la polémique autour de Franck Zambo, 2 fois meilleur joueur, et puis il est sur le banc. Et puis nous ne sommes pas dans la tanière, hein. Je veux dire que les bruits de coulisses nous font croire que Zambo et Samuel, le climat, il y a quelques joueurs qui n'acceptent pas toujours cette surprésence de Samuel, et que Zambo ferait partie de ceux-là, et que l'entraîneur, parce que pas d'accord toujours avec Sam, n'aurait pas toujours fait confiance, du moins sur les rencontres d'après à Franck Zambo. C'est quoi la polémique autour? Moi, je veux dire une seule chose. Pourquoi est-ce que ça revient toujours, les polémiques sont toujours autour des joueurs d'un même agent? Je ne citerai pas le nom. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours des joueurs qui appartiennent au même agent? Il y a d'autres joueurs qui ont des fois mérité de jouer qui ne jouent pas. Mais pourquoi est-ce que, comme par hasard, le jour où Zambo Anguissa ne joue pas, ça devient un problème entre Samuel Eto'o et le joueur? Est-ce que ça pourrait être simplement qu'à l'entraînement, quelques jours d'avant, il n'a pas été au niveau que ce que l'entraîneur attendait? Est-ce qu'un autre joueur n'était pas beaucoup plus performant à ce poste-là? Aujourd'hui, ça dépend du choix du coach. Le coach aurait peut-être choisi d'avoir une attaque un peu plus technique en mettant Clinton Jay à la place de Zambo. Il s'est demandé peut-être combien de tirs Zambo a fait depuis qu'il est en compétition. Peut-être qu'il s'est dit, est-ce que je n'ai pas besoin d'un joueur plus offensif à ce moment-là? Et à choisir entre Zambo et Kone Manon, qui était, je crois, meilleur joueur du match d'avant. Il s'est peut-être dit que s'il fallait choisir entre ces deux joueurs, vu qu'il a besoin d'utiliser Clinton, il faudrait peut-être mettre Koundé. Donc, je pense que les polémiques sont créées par les gens qui ont un intérêt à créer cette polémique. C'est la réponse à ma question. Alors, on va essayer de reparcourir cette épopée malheureuse de l'équipe nationale, mais partant peut-être du comité de normalisation. Je veux l'avis de l'expert que vous êtes. Ensuite, l'arrivée, les changements qui ont eu à la FECAFOOT et la mise en place de l'équipe jusqu'à l'élimination à 8e de finale. Avec du recul, quel bilan faites-vous du passage de M. Dieudonné Api au comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football dès son arrivée, évidemment, dans un contexte extrêmement confus, et puis jusqu'à son départ, vous dites, Maître Api a réussi à restabiliser la Fédération camerounaise de football sur 10, vous mettrez quelle note, par exemple, sur son bilan? Moi, je dirais, je donnerais 2 notes. Je donnerais la note de 8 sur 10 à Maître Api pour son bilan, pour ce qu'il a réalisé. Mais je donnerais la note de 10 sur 10 pour avoir réalisé ce qu'il a réalisé sans avoir une connaissance du milieu du football camerounais et d'être un expert en la matière. Maître Api, et c'est peut-être la raison qui a permis à ce qu'il réussisse sa mission, c'est qu'il n'était pas du milieu du football camerounais. Je vais me baser sur les points factuels. Si vous regardez le nombre, il faudra faire les statistiques, je ne les ai pas en tête. Regardez le nombre de victoires des sélections nationales, toutes confondues. Le nombre de défaites et le nombre de matchs nuls. Je pense qu'on n'aura jamais vu autant de victoires en équipe nationale comme sur le comité de normalisation. Maître Api a réussi, et ce qui n'est pas facile, à faire passer une fédération qui, je pense, était à 120 personnes, à une soixantaine de personnes.
Maître Api a réussi à remettre, en quelque sorte, le football aux footballeurs. Et je prends un exemple très simple. Je prends l'exemple de M. Dikoumé, qui avait été nommé au poste Nicolas, qui avait été nommé au poste de coordonnateur général de l'équipe nationale. Et si je me souviens bien, là, une des raisons pour laquelle Maître Api avait nommé M. Dikoumé, c'est parce que M. Dikoumé avait cette double casquette. Casquette d'être un footballeur, donc il comprend les spécificités d'être un footballeur. Par exemple, savoir qu'un joueur d'avoir en business class, etc., etc. Mais aussi, il avait ce background technique qui lui permettait d'être aussi un manager. Donc, ça, c'était aussi une autre victoire de Maître Api. Mettre des gens sur la base de la compétence et non pas sur la base de l'affinité. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez eu le retour lors de l'Assemblée générale où Maître Api a présenté son bilan comptable et les rapports d'audit. Il a été estimé qu'il y a une réduction, une compression des charges de la fédération de 70%. Je dis bien 70% de réduction de dépenses comparée à l'année précédente. Ça, c'est un rapport d'audit. Ce n'est pas une invention de ma part. Vous n'avez jamais eu une histoire de prime sur sa normalisation. Jamais. Après, tout n'est pas parfait. Et vous ne pouvez pas trouver une fédération qui est complètement dans un état désastreux et penser faire du miracle et que tout sera parfait. Mais aujourd'hui, il a été mis en place un code éthique, commission éthique. Il a été mis en place enfin un système comptable et financier. La fédération n'avait aucune comptabilité réelle, aucun manuel de procédure. Je pense qu'il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait. On s'est qualifié, à part les U20 qui étaient déjà pratiquement éliminés à son arrivée, Maître Api, sur la normalisation, toutes les équipes nationales se sont qualifiées. Alors vous avez peut-être ouvert la brèche, Nicolas. Combien n'empêche que Nicolas aujourd'hui attend toujours d'être payé, hein? Oh, je pense que ça c'est la partie que je ne maîtrise pas, c'est la partie financière, c'est la partie c'est une dette qu'il traîne depuis Maître Api. C'est le président. Je ne connais pas en fait les détails de ces affaires. Nous, on avait simplement un rôle consultatif. Quand le président avait une question qu'il ne connaissait pas, sur un sujet qu'il ne connaissait pas, il nous consultait. La gestion réelle de la fédération, je ne connais pas. Donc c'est essentiellement votre rôle, parce qu'on vous a vu souvent prendre part à des réunions du comité de normalisation carrément, où vous avez prendre part à des assises statutaires à la Fédération camerounaise de football sous les rapiers, et d'aucuns se sont demandé si finalement la normalisation devenait une affaire de famille. Bon, on m'a vu, il y a des photos, on m'avait vu, parce qu'on a dit, c'est des gens qui ont des preuves, ou c'est ce qu'on m'a dit. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre un enfant qui vient rendre visite à son père avec des membres du comité de normalisation à ses côtés et quelqu'un qui assiste à des réunions du comité de normalisation. Il suffit de demander aux membres du comité si j'ai déjà assisté à une réunion du comité, ce serait une aberration. Jamais. Mais je peux apporter mon aide si je suis sollicité. Pas lors d'une concertation entre les membres, parce qu'il n'y avait que les concertations et que les membres présents lors de leur constatation et à la limite le secrétaire général de la fédération, mais c'est entièrement faux. Alors partant de là, la normalisation s'en va, un nouvel exécutif vient à la fédération camerounaise de football. Quelles sont les relations, peut-être avant son arrivée, entre Samuel Eto'o-Fils et Seydou Mbombo? Je pose la question spécifiquement évidemment parce que on lui attribue tout à Samuel. Il se dit que c'est un proche de Samuel à qui faisant le roi, comme on le qualifie, Samuel a offert le trône et évidemment Seydou s'est installé gentiment alors que Samuel lui aurait ouvert le passage. Non, je ne pense pas. Je pense que je me souviens pas avoir vu le président Seydou avec Samuel de nombreuses fois avant ça, non? Seydou Mbombo déjà est dans le milieu du football depuis de nombreuses années. Peut-être même avant Samuel, peut-être avant que Samuel soit professionnel, j'en ai aucune idée, j'étais très jeune, mais ils se connaissent depuis de nombreuses années. Tout comme Samuel aussi connaît Joseph-Antoine Bell, qui était aussi candidat, la légende. Mais peut-être simplement que Samuel a été plus séduit par le candidat Seydou Mbombo et qui lui a apporté son soutien, comme il aurait pu apporter à n'importe quel autre. Je pense simplement que c'est des mauvais perdants. Si ces personnes avaient les autres qui ont perdu,
avait reçu le soutien de Samuel. Parce que je peux vous dire qu'on m'a approché de nombreuses reprises par d'autres candidats pour demander à ce que Samuel les soutienne. Si eux, ils avaient gagné, ils n'auraient pas tenu le même discours. Absolument. Donc je pense que c'est simplement des personnes qui viennent des groupes de mauvais perdants qui propagent des fausses rumeurs. À un moment donné, on a eu l'impression que Gilbert Kadi partirait à cette élection-là et finalement, et comme on dirait en basketball, une feinte de jeu. Oh, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu de candidature officielle de Gilbert Kadi. Bon, si c'était présenté et qu'après il s'était rétracté, bon, peut-être que j'aurais essayé de savoir un peu plus, mais je n'ai pas vu de candidature de M. Kadi. Alors, l'affaire, du moins, pas l'affaire, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, vous avez vécu leur arrivée à la Fédération camerounaise de football, du moins le contrat qui est signé pour les Lions indomptables. Comment ça se passe? Qui contacte Seedorf? Comment ça se passe concrètement pour que Seedorf se retrouve à la tête de l'équipe? Je ne me souviens pas exactement qui a contacté qui, comment ça s'est passé. Je pense que ça s'est passé lorsque, pendant la Coupe du Monde, je pense que le président du comité Seedorf était là à la Coupe du Monde en Russie. Et je pense que après l'échec entre parce que je crois que le premier choix était Carlos Queiroz, ensuite il y avait John Toshak, ensuite il y avait Alain Giresse, je pense. Je pense que les commissions qui avaient été mises sur pied pour étudier les dossiers n'ont pas réussi à trouver un entraîneur qui était d'accord de venir au Cameroun parmi les trois premiers. Je pense qu'il y a eu les deux premiers qui étaient d'accord, mais après le troisième, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est les commissions qui ont fait des rapports et qui ont estimé qu'il fallait trouver qu'il n'y avait pas que parmi les entraîneurs qui étaient sollicités, ça n'a pas pu aboutir. Il fallait donc la recherche d'un autre entraîneur. Et je pense que c'est pendant la réussite à la Coupe du Monde que, bon, en cherchant, ils sont tombés sur le nom de Seedorf. Je ne sais pas si c'est Samuel Eto'o qui l'a proposé, je ne me souviens pas, plus. Ou c'est le président peut-être qui a dû consulter un certain nombre de personnes, d'anciennes légendes du football, qui lui ont recommandé Clarence Seedorf. Et après, peut-être que le président a demandé à M. Eto'o ce qu'il en pensait. Et c'est là où le dossier Seedorf arrive en même temps que le dossier Sven-Göran Eriksson. Parce qu'on a tendance à parler de Seedorf, mais on a oublié que Sven-Göran Eriksson, aussi, qui a failli être coach des Lions, était aussi venu de la même façon. Et en réalité, je pense que dans un pays sérieux, on n'a pas à faire appel à candidature pour sélectionner un entraîneur. On voit quel est le projet et on cherche quel est l'entraîneur qui correspond à ce projet. Donc c'est simplement, je pense, parce qu'au Cameroun, on voit le faux et la manigance partout qu'on fait ces simulacres pour moi d'appel à candidature. L'entraîneur doit être choisi par une DTN, par des experts de football, par une commission qui correspondent à un profil et un projet qui est mis en place. Sinon, on prendra toujours des entraîneurs sur la base des affinités. Et il ne faut pas oublier qu'un appel à candidature incombe ceux qui ont appliqué. Un entraîneur de haut rang ne fera pas un appel à candidature. Parce qu'on fait un appel à candidature et qu'on échoue, c'est comme si on n'est pas bon. Les entraîneurs d'un certain niveau sont contactés, sont demandés. Eto'o n'est pas proposé dans un club. C'est le club qui va vers Eto'o parce qu'il veut. Voilà. Donc je pense que ce débat qui n'était pas né aujourd'hui, c'est un faux débat. D'accord. Alors je vais prendre des idées comme ça, ou alors les faits comme ça, tels qu'ils vont me venir. C'est pour ça que j'ai demandé en même temps pour la FECAFoot, je suis passé à l'entraîneur pour les mettre une fois ensemble. Il n'y a que l'équipe nationale doit donc participer à cette Coupe d'Afrique des Nations de football de 2019. 35 joueurs sont convoqués, 3 semaines avant la compète, ou un peu moins d'un mois, pour un stage au Qatar. Tant bien que mal,
Les gars, ils vont souvent à compte-gouttes. Je veux dire que chacun, dans des conditions pas toujours à la hauteur des joueurs de cette dimension. Ils arrivent au Qatar, les bruits de coulisses commencent à se faire entendre, les gars se retrouvent à Yaoundé. On a l'impression que la sérénité est revenue. Premier, deuxième entraînement, et puis la veille, paf, il y a cette grève. Les joueurs annoncent qu'ils ne prendront pas l'avion tant que leurs primes ne sont pas payées. Et puis, les gars réussissent quand même à partir. Ils arrivent évidemment en retard. OK. Et puis, Ismaïla, leur ville d'accueil, séance d'entraînement. Je l'ai dit tout à l'heure, le ministre n'a pas accès aux joueurs. Samuel y a accès. Souvent, c'est le Bonbon Joya. Et puis, un entraîneur qui, sur 4 matchs, vous aligne 4 équipes différentes, 4 systèmes différents et des résultats différents. Conséquence, le champion en titre qui était le Cameroun n'arrive même pas à pouvoir défendre véritablement son titre, tout au moins en sortant à un niveau, j'ai fait dire respectable, pourquoi pas les demi-finales. On regarde tout ça, vous dites aujourd'hui, qui peut être désigné comme le responsable de cet échec? La FECAFOOT, l'entraîneur, le ministère des Sports, à cause des primes. Le problème fondamental là, vous l'expert, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que bon, nous les profanes, évidemment il est plus facile pour nous de dire aujourd'hui que si les gars étaient mis en condition, peut-être qu'ils auraient donné le minimum. Mais à partir du moment où les conditions ne sont pas totalement réunies, on peut douter quand même de ce que les joueurs aient pu faire une belle prestation. Bon, moi d'abord je veux dire quelque chose, je veux dire que il ne faut pas qu'on oublie quelque chose, c'est que le ballon est rond. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre les joueurs dans les meilleures conditions du monde. Ils auraient toujours pu échouer. Aujourd'hui, en même temps que le Cameroun est sorti du Ghana, est sorti le Maroc, qui est dans des conditions exceptionnelles, est sorti, je pense, l'Égypte, qui est dans des conditions aussi exceptionnelles. Donc, je pense qu'on doit parler, on ne peut pas parler avec, personne ne peut dire avec quasi certitude ce qui n'a pas marché, ce qu'on aurait dû faire pour marcher. Mais je pense que si je peux simplement dire une seule chose, c'est que toutes ces parties, que ce soit la fédération, que ce soit le ministère des Sports, doivent travailler à ce que les joueurs soient mis dans des conditions pour qu'il n'y ait pas de possibilité de donner l'opportunité aux joueurs de faire ce genre de grève. De deux, que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles. Parce que quand vous ratez sans regret, quand vous échouez sans regret, sans reproche, vous dormez bien. Si je sais que j'ai fait tout ce que j'ai pu pouvoir réussir, même si j'échoue, je suis vraiment en paix. Si je ne l'ai pas fait, j'ai des regrets. Donc je pense que aujourd'hui, est-ce que l'important, c'est de savoir qui est coupable? Pour moi, non. Pour moi, la réalité, c'est d'apprendre de ces erreurs. Mais justement, je veux dire que pour faire mieux après, il faut moins qu'on fasse un audit qui nous permettra de savoir pourquoi on a échoué, ce qui n'a pas marché. Et c'est là que je vous relance. Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement dans la préparation des joueurs? Bon, je pense que bon, l'entraîneur, malheureusement, vous savez, il y a 35 joueurs. D'après ce que j'ai pu comprendre, le stage n'est pas nécessairement déroulé comme ça aurait dû se faire. Donc il n'a peut-être pas eu la possibilité de faire tout ce qu'il voulait. Ce qui fait que on a aussi eu de nombreuses blessures. Vous êtes d'accord avec moi qu'un élément comme Boubacar Massa était là en 2017, mais n'est pas là en 2019. Nous avons un joueur comme Jean Fuchs qui a joué le match contre le Brésil, le latéral droit. Tout le monde était agréablement surpris, il n'était pas là. Ça aurait pu être une aide pour supplier Faye Collins. Nous avons des joueurs comme Jean-Pierre Nsamé qui s'est blessé. Nous avons des joueurs comme Jean-Charles Castelletto, qui s'est blessé. Nous avons le binational Dingomé, qui devait être là aussi, qui s'est blessé. Donc, ce qui fait que le Cameroun n'avait pas toute son artillerie. Nous avons Tagueux, Joël aussi, qu'on a. Donc, je pense qu'il y a tellement de choses qui pourraient expliquer cela. Même simplement le fait que les joueurs savaient qu'ils jouaient la CAN au Cameroun. Donc, on vient à un autre état d'esprit. Quand vous avez le 12e joueur avec vous, le supporter, vous ne jouez pas pareil que. Voilà, donc il y a énormément de choses qui changent. Maintenant, il est vrai qu'on doit
apprendre à faire dans de l'anticipation. Tout est une question d'anticipation. Si on anticipe le problème des primes, il n'y a pas de grève. Si on anticipe le problème de stage quelques mois à l'avance, il n'y a pas de problème d'organisation. Donc je pense que il faut faire ce rapport, faire cet audit afin de pouvoir vraiment déceler qui est responsable. Et concrètement, est-ce que les joueurs n'avaient pas eu l'occasion de parler de leurs primes avec ceux qui les payent? Je veux dire, on parle tout le temps à venir se dit comment, mais à l'époque de Nicolas Dikouma, on n'a pas entendu parler de ces problèmes de primes, par exemple, une époque relativement récente, et je peux également tirer à ce titre un coup de chapeau à Maître Rapide, parce que c'est sous son air aussi. Et puis du coup, on a l'impression qu'on repart de zéro. C'est-à-dire que le problème des primes, des questions aussi, j'ai fait dire banales pour le haut niveau, où les joueurs, la veille d'une compétition, ne doivent plus s'interroger, savoir qu'est-ce qui va dans mon compte. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la mauvaise négociation, c'est une incompréhension, c'est une non-décision, c'est une hésitation, c'est que certains ont essayé d'être flous vis-à-vis des joueurs, où les joueurs n'ont pas eu l'intelligence ou le cran assez fort pour présenter leurs prétentions réelles. Non, je pense simplement que c'est un peu le tout. C'est-à-dire, je pense que il y a un peu de faute de la part des joueurs, il y a aussi une petite faute de la part de la fédération. Je pense que il faut être honnête. Et quand on est honnête, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le ministère des Sports a fait son travail. Ils ont donné leur montant qui était alloué pour les primes. 20 millions. Et ils ont payé. Je crois que pour une fois, je n'ai pas la connaissance de ce qui était fait avant. Je n'ai que ce qu'on m'a raconté. Mais pour une fois, l'État a payé les primes des joueurs vraiment avant le départ pour la compétition. Maintenant, je pense que la fédération aurait dû être plus ferme avec les joueurs. Et pour cela, c'est qu'on vient jouer au Cameroun en tant que compatriote, on défend les couleurs de notre nation. Donc, on aurait dû être ferme avec les joueurs avant et leur dire, écoutez, voilà ce qui est prévu. Si celui qui est d'accord, celui qui n'est pas d'accord ne vient pas et on ne mettra pas cela dans la liste. On laisse les choses un peu s'envenimer. Parce qu'on se dit, je pense que c'est pas de la mauvaise foi. Je pense que à la fédération, ils se disent que les joueurs n'iront pas à ce niveau. On leur a donné quand même quelque chose. S'ils n'arrivent pas à avoir, bon, on trouvera. Mais c'est la leçon simplement, c'est qu'il faut être clair avec les gens avant que les listes de 23 soient sorties et de dire aux joueurs, soit voilà ce qu'on vous informe, parce qu'il faut bien, ils ont employé le décret du chef de l'État. Mais le décret du chef de l'État dit que les négociations de primes se font entre le ministère des Sports et le président de la Fédération, et les joueurs en sont informés. Donc c'est pas une question qu'on pose aux joueurs. On les informe sur le montant des primes qu'ils reçoivent. Ils acceptent, ils n'acceptent pas. Ça, c'est la part de Carrefour. Maintenant, la part de responsabilité des joueurs, je dirais qu'il y avait des frustrations qui font qu'à un moment donné, ce n'est plus seulement une question d'argent, mais ça devient aussi, comme vous avez vu, manque de confiance et l'envie de se sentir respecté. Qu'est-ce qui était la cause de ces frustrations-là? Bon, je pense qu'ils ont étalé dans leurs lettres. Après, je ne sais pas si tout est vrai, mais je suppose qu'il y a toujours une partie de vérité dans cela. Et des fois, quand vous avez accumulé un certain nombre de frustrations, vous braquez ou radicalisez autour de cela. Bon, mais après, vous savez, moi j'ai dit à certains des joueurs que vos revendications, malheureusement, ne sont pas légitimes. Moi, je ne me cache pas. Elles ne sont pas légitimes pour une raison très simple. C'est que quand, à l'époque, les Samuel Eto'o, on a parlé de l'histoire de la Coupe du Monde 2014 et du Marrakech Gate, ils avaient des arguments, ils avaient des raisons. Ce n'était pas lié à l'argent que l'État payait, c'était lié au montant, à l'argent qu'encaissait la fédération sur la base de leur prestation. Une qualification à la Coupe du Monde, c'est 8 millions de dollars de revenus. Il est normal que ceux qui sont qualifiés quand ils aident à obtenir cet argent, à qualifier cette équipe, puissent disposer des fruits de cette qualification, De la même façon, on parle du Marrakech Gate. Marrakech Gate, c'est un match qui a été organisé entre le Cameroun, je pense, et l'Algérie.
Donc il y a un cachet qui est payé à la fédération. Il est normal que ce cachet soit partagé avec les joueurs. Donc c'est là où il y a un peu les revendications n'étaient pas très légitimes de ce côté-là, mais ces revendications ont été appuyées sur la base de la frustration des joueurs. La preuve, ils sont partis sans avoir reçu la prime à la base, la revendication. Il y a également eu ce voyage dans des conditions pas toujours à la hauteur des joueurs, business class affaire, que les joueurs n'ont pas digéré. Mais il y a surtout eu ces révélations par réseaux sociaux faites, révélations, disais-je, par Boumal, qui accusait clairement Samuel Eto'o et un certain nombre de joueurs, et qui disait que fatalement, l'entraîneur n'a pas suffisamment de cran pour s'imposer dans cette équipe. Je vais répondre à Boumal de manière très simple. Comment il a fait lui pour arriver en sélection? Étant donné qu'il n'a pas de soutien, étant donné que il y a je dirais, limite une mafia qui s'est installée. Comment lui est-il arrivé en sélection? Sous Hugo Broos, je crois qu'il a été appelé une fois et plus jamais. Sous Clarence Seedorf, il a été appelé 5 ou 6 fois. Et il a même joué au moins 3 ou 4 matchs. Comment est-ce qu'il est arrivé à être appelé 4 ou 5 fois et à jouer s'il y a de la manigance? Pourquoi est-ce que c'est quand il est appelé en sélection et qu'il vient au Cameroun, il joue, il ne se plaint pas? Pourquoi est-ce que c'est quand il n'est pas retenu pour la liste de 23 qu'il se plaint? Pourquoi il ne se plaint pas aussi que Fabrice Onenga, qui est le fils d'Eto'o, n'est pas retenu lui aussi? Donc il faut que les gens soient quand même un peu sérieux. Alors, quelle appréciation faites-vous de la gestion, de façon globale, de cette compétition par la FECAFOOT? Vous direz, elle est jeune, voilà, il est jeune de bureau qui vient d'arriver, il n'avait pas seulement de recul, d'expérience nécessaire pour, même si, on l'a dit, des gens comme Bombo Njo étaient déjà dans le bureau et puis dans l'exécutif depuis plusieurs années. Mais je prends la question, comment appréciez-vous dans l'ensemble, pendant tout de la phase préparatoire jusqu'à la sortie des Lions, d'autant plus qu'on a d'ailleurs vu les joueurs rentrer par 3, souvent, tous ne sont pas rentrés comme une équipe. Quel jugement feriez-vous? Je pense que c'est un peu comme Clarence Seedorf et son parcours avec Lyon Indomptable. On ne construit pas quelque chose en 2 jours. C'est-à-dire, il est plus difficile de prendre vous savez, si vous construisez un immeuble, après vous voulez le modifier, il est toujours plus dur de modifier que de construire. Donc, monsieur Bomonjoa prend les rênes de la fédération à 6 mois d'une compétition, d'une CAN qui est prévue depuis 2 ans. Je suppose que ce sera mieux dans le futur. Je pense que c'est un peu comme Clarence Seedorf. Vous espérais que s'il avait eu plus de temps pour construire une équipe pour une compétition, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, il avait un objectif qui était la CAN 2019. Il y a eu 10 mois pour le faire. Donc les décisions que vous prenez, quand vous avez 10 mois devant vous et quand vous avez 4 ans, ils ne sont pas les mêmes. Vous avez le temps de voir des joueurs. Là, il n'a pas le temps. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé à la fédération, mais je suis convaincu que le président Seydou fera mieux et continuera à améliorer la fédération dans les... Et Clarence Seedorf, en tant que manager de cette équipe, technicien, sur le plan de sa personnalité, sur le plan de ses choix de jeu, tactique, technique? Moi, je ne suis pas entraîneur, donc je peux donner qu'un avis de profane, c'est-à-dire du profane d'amateur. Donc mon avis serait très subjectif. Bon, ce que je peux dire par contre, c'est que aujourd'hui, il faut reconnaître à Clarence Seedorf qu'on voit un fond de jeu dans l'équipe. Ça fait plaisir de voir l'équipe nationale de Cameroun jouer. On a comparé à 2015, c'est vrai qu'en 2017, c'est vrai qu'on a gagné la CAN, mais il n'y avait pas cette saveur dans le jeu de Lyon. Là, on partait avec l'impression qu'on pouvait gagner. En 2017, à chaque match, on savait qu'on rentrait à la maison. Ce qui montre que Clarence Seedorf a réussi à ramener des joueurs qui refusent de venir en sélection. 2, on a vu cette grève qui a été... Les Lions sont levés comme un seul bloc. Ce qui montre que avant, le clan n'existe plus. On a une seule tanière. Donc il a réussi à ramener la discipline, l'ordre à l'intérieur de la tanière. On a vu que je pense que sa liste de 23 est difficilement discutable à 1 ou 2 choix. On a les meilleurs joueurs qui existent en ce moment. Et
qu'on ne me parle pas de jouer en club ou autre, parce que il y a des joueurs qui sont importants dans notre équipe, mais qui n'ont pas 400 000 de jeux la saison dernière. C'est peut-être Andrés Carlos Kameni, même si son palmarès parle pour lui. Oui, il y en a plein. Hein. Si vous regardez les joueurs, il y a au moins une dizaine de joueurs qui n'ont pas joué régulièrement ces derniers 10 mois. Donc, on ne peut pas non plus reprocher à un entraîneur. Il y a des joueurs qui jouent en dents de scie, des fois ils jouent, des fois ils ne jouent pas. Et alors qu'en face, vous avez une équipe au Nigeria qui a des joueurs qui sont pratiquement tous titulaires en club et dans les championnats assez élevés. De ne pas faire la magie. Donc, je pense que Clarence Seedorf a fait un bon travail. Après, il y a des choix discutables et ça reste un être humain. Il y a des choix discutables et il y a aussi l'état d'esprit du coach. Je prends le cas par exemple d'un joueur comme Georges Mandjek qui est sorti et après sa sortie, ça a été un peu, on dirait un déluge. Mais si vous êtes à la place d'un coach, vous avez un joueur Mandjek qui est un joueur qui est contact, un joueur de contact. Vous avez une équipe de Nigeria qui est assez forte d'un point de vue de son attaque. Mandjek ayant déjà un carton jaune, vous choisissez, soit je prends le risque et j'explique l'expérience et je le laisse, soit je suis plus prudent en me disant que j'ai 2 buts d'avance, je le fais sortir de peur de me retrouver à 10. Donc, je pense qu'il y a des choix discutables, mais le choix prend ses décisions en fonction de la situation dans laquelle il se trouve à un moment donné. Donc, pour moi, le bilan était satisfaisant et je suis content qu'il ait quand même créé cette base et j'espère que le futur entraîneur pourra continuer à la développer. Il y a des chances effectivement que ce bloc reste serein, indépendamment de tout ce qui s'est passé dans le vestiaire. Je pense que quand on est une famille, quand on crée une famille, quand on crée des liens forts, surtout lors d'une compétition de ce genre, si, comme vous dites, souvent c'est l'influence extérieure qui crée les clans. Et je pense que ce qui a été reçu, parce qu'on aura beau dire que Samuel Eto'o a une influence, mais son influence n'a pas réussi à dessouder les joueurs, soi-disant il a une influence. Je pense que justement c'est cette non-influence qui fait qu'aujourd'hui les Lions sont unis et soudés et on n'a aucune influence extérieure pour essayer de diviser les camps. Avez-vous compris le limogeage du staff technique de l'entraîneur et son adjoint notamment? Non, moi personnellement j'ai pas compris, mais je suppose que les gens qui ont pris la décision ont pris cette décision sur la base d'arguments solides et ils avaient des raisons valables. Donc je fais confiance aux personnes qui ont pris cette décision. Samuel Eto'o, fils, désormais conseiller du président de la Confédération africaine de football, notamment chargé des fédérations nationales et des confédérations. Est-ce que cette nouvelle mission vont-elles davantage l'éloigner de l'équipe nationale, de son apport pour le Cameroun seulement, maintenant qu'il a une visibilité plus large? Est-ce qu'il aura toujours autant de temps, autant d'énergie pour puisse peut-être encadrer cette équipe? Bon, je pense que Samuel Eto'o est d'abord un Camerounais qui aime son pays. Ça, on a vu à de nombreuses reprises. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est conseiller du président de la CAF qu'on oublie qu'on est un grand footballeur. Samuel Eto'o n'a pas de fonction importante, n'a pas de fonction, pardon, au sein de l'Africa Foot pour dire qu'il n'aurait pas le temps à consacrer à l'Africa Foot. Samuel Eto'o est un simple conseiller. Conseiller, c'est quand le président prend son appel, l'appel lui pose des questions, lui demande son intervention sur des besoins qu'il pourrait avoir. Donc je pense que Samuel Eto'o sera toujours disponible pour aider le Cameroun, quel que soit le domaine d'action, que ce soit la santé, l'éducation, le football. Il a montré par le passé et continuera à le faire dans le futur. En 2019, on a manqué d'organiser la CAN. 2021, êtes-vous serein? Bon, moi, je peux dire une seule chose. La CAN sera au Cameroun. Ah oui. Je parle en camerounais. Je parle en camerounais. C'est mon souhait le plus sincère, mon vœu le plus sincère. Je pense que tout est mis en œuvre. Moi, je passe souvent en Mama Yaoundé au niveau du Japoma et je vois que cette beauté architecturale. Et je pense qu'on n'a pas du tout la CAN au Cameroun en 2021. Avec tous les stades. Et en termes d'équipe, je veux dire que, modestement, s'il fallait dire quelque chose pour qu'on ait une équipe compétitive, qu'on ait une équipe, j'ai failli dire vainqueur, on l'a dit indépendamment, le ballon est rond, c'est vrai. Mais que faudrait-il faire dès maintenant? Commencer à regrouper les gars. D'abord, il faut trouver un entraîneur, ça c'est clair. Et puis,
puis il faut essayer de rôder. C'est vous l'expert. Hein. Je veux dire, comment chemine dès à présent pour aboutir à ce résultat-là? En fait, monsieur Dibita, moi j'ai une approche des choses qui est très différente des gens. Okay. Les gens sont partisans de, comment dire, de semer et récolter. Moi, je suis un partisan de semer, attendre, agrandir, récolter les fruits. Donc, moi, en tant que Camerounais, je donne son avis personnel, je n'ai pas d'objectif et d'ambition pour la CAN 2021. Si le Cameroun gagne, ce serait quelque chose de magnifique. Mais si le Cameroun ne gagne pas, ce serait une bonne préparation pour la Coupe du Monde 2022. Aujourd'hui, on a 5 CAN. J'aime bien, 5 étoiles. Pour moi, je serais heureux de revoir le Cameroun à la Coupe du Monde en 2022. Je serais heureux que le Cameroun dépasse, le premier pays africain à dépasser les quarts de finale d'une Coupe du Monde et atteindre les demi-finales. Et je pense que on ne peut pas continuellement croire aux épiphénomènes, aux exploits. On doit travailler. On doit aujourd'hui regarder dans les sélections inférieures. On doit se baser sur des critères de mérite, de talent, et non pas qui joue où, qui fait quoi, qui fait cela. C'est sûr que quand on est fort, on joue dans les meilleurs, les bons clubs. Je pense qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons 9 joueurs à Ethiopia, dont 7 qui sont amateurs. Tous ont été pris dans les clubs de 4e et 5e division amateurs au Cameroun. Et nous les prenons à partir de 15 ans. Ça veut dire que nous avons prévu de les voir arriver à maturité d'ici 5 à 6 ans. Donc c'est un projet qui ne va pas payer tout de suite, mais qui paiera sur long terme. Et ça a commencé à payer, notamment avec Steven Voué, qui joue à Azure Star, 4e division, je crois, camerounais. Mais il se retrouve meilleur joueur de la CAN U17 devant des joueurs qui jouent dans des clubs comme FC Barcelone, ou comme Eupen, ou comme Standard de Liège. Ce qui montre que il faut, et cela est dû au travail que nous on a fait. On a commencé à l'envoyer en Europe. Il a fait Toulouse, Monaco, Paris, à 15 ans. C'est très bien passé. Puis il a fait Lens. Puis avant d'aller à la CAN, nous l'avons envoyé en France. Passé 2 semaines avec l'équipe professionnelle de Toulouse FC. Donc il a pu s'opposer à des joueurs d'un calibre différent, calibre près. Et il arrive en compétition avec un avantage sur les autres. Et ce n'est pas la magie, c'est du travail, c'est un plan, c'est une vision à long terme. Et donc je pense que pareil pour l'équipe nationale du Cameroun, nous devons commencer à nous projeter sur 2-3 ans et aller au football de base. Arrêter d'attendre des objectifs immédiats, mais investir sur la base afin de pouvoir avoir des joueurs comme on en avait à l'époque, Samuel Eto'o, Limbia, dans les clubs qui font de grandes compétitions et qui reflètent donc le travail qu'ils font en Europe en équipe nationale. Et à partir de là, il y a notre, je ne vais pas dire polémique, mais il y a notre débat au niveau de l'encadrement, entraîneur local, entraîneur expatrié, un débat qui revient toujours chaque fois qu'on a besoin d'un entraîneur. Alors, à partir des objectifs que vous venez de décrire, pour vous, quel serait le profil du bon entraîneur qui pourrait amener cette équipe-là plus loin? Moi, je pense qu'il faut avoir un entraîneur qui a de la personnalité. Ça, c'est très important. Un entraîneur qui peut écouter et qui est maître de ses choix. C'est-à-dire, vous pouvez me proposer ce que vous voulez, vous pouvez mais si je ne crois pas en si je ne crois pas que cette proposition est bonne pour le projet, je ne l'accepterai pas. Ça, c'est la première des choses. Et pour que cela arrive, il faut soit qu'on ait un homme de principe, soit qu'on ait un monsieur qui est à l'abri du besoin. Parce que, vous savez, on a beau dire qu'il faut avoir un entraîneur local, mais il faut avoir un entraîneur qui, quand il se retrouve en face des joueurs qui gagnent 200-300 millions par mois, qui puisse résister à la tentation, aux faveurs, qui puisse aussi même être écouté, parce qu'il faut que le joueur ait du respect. Moi, je vais vous dire, les gens, les Camerounais ont décrié l'arrivée de Seedorf et de Kluivert, mais je vais un peu vous donner l'état d'esprit dans lequel le comité de normalisation était. Parce que j'en ai discuté avec le président. Pourquoi ce choix, cet encadrement technique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une crise de confiance entre les joueurs et les dirigeants. Absolument. Le président et puis Samuel Eto'o ont fait une réunion à Paris avec certains joueurs qui ont exprimé, qui ont étalé le pourquoi ils ne venaient plus en équipe nationale.
À cette réunion était même convié l'agent d'un joueur qui s'appelle Amadou Ibrahim, qui évolue en Espagne maintenant. Et après cette réunion, ils ont estimé que pouvoir ramener ces joueurs, c'est-à-dire il y avait, je sais que Clarence Seedorf a contacté énormément de binationaux, il y a eu beaucoup d'échecs, il a essayé de faire revenir Nkoulou, il n'est pas binational par contre, mais M. Mbia, il a essayé Matip, il a essayé de faire venir Léa Siliki, il a essayé de faire venir Adrien Tamézé, il a essayé de faire venir Olivier Ncham, il a essayé de faire venir Georges Kevin Koudou, mais bien qu'il n'ait pas réussi à ramener tout le monde, il a quand même réussi à ramener Paul Georges Dontep, qui avait sollicité de nombreux sur le Cameroun. Il a fait venir Jérôme Onguené, qui joue au Red Bull de Salzbourg. Il a fait venir Jean-Do Fuchs. Il a fait revenir en sélection Choupo-Moting, qui a été décisif pour nous pour nos matchs. Il a été en bon, qui ne venait plus. Kanabi, qui ne venait plus. Toko Ekambi, qui avait des problèmes avec Hugo Bross. Il y avait une grosse polémique par rapport à ça. Il fallait donc un entraîneur qui pouvait être une idole pour ces jeunes. Tous ces jeunes ont eu à voir Clarence Seedorf jouer et savent quel joueur c'est. Donc quand un entraîneur comme Clarence Seedorf vous parle, même si vous ne voulez pas vous écouter d'abord, et vous savez que ce qu'il dit, il sait de quoi il parle parce qu'il a été un grand joueur, peut-être un plus grand joueur que vous-même. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y avait Clarence Seedorf, qui est un grand milieu de terrain. Vous avez Patrick Kluivert, qui est un grand attaquant. Vous avez Joël Epalé, qui est un grand attaquant africain, qui a gagné des CAN, donc qui a une connaissance du football africain. Et vous avez Jean-Alain Boumson, qui est camerounais d'origine, et qui, avec le nombre de binationaux qui étaient prévus d'arriver, parce que les noms, je vous ai cité plus de 8 joueurs, plus de 9 joueurs, ce qui fait que c'est la moitié de l'équipe nationale, il fallait quelqu'un qui pouvait parler le langage de ces binationaux, le faire comprendre qu'ici au Cameroun, ce n'est pas exactement comme là-bas, temporiser, bref, essayer de garder cette harmonie. Donc ça avait été réfléchi. Donc vous avez toute l'axe central, 12 attaquants en haut, Seedorf, milieu de terrain, et Jean-Alain Boumsong, grand défenseur qui a été finaliste de Coupe du Monde avec la France, et qui donc pouvait apporter de l'expérience à ces jeunes joueurs. C'est aussi un carnet d'adresse assez important, parce que pour avoir accès à ces joueurs, il faut avoir un carnet d'adresse. Donc, c'était l'idée qui était derrière le recrutement de Seedorf. Aujourd'hui, on est dans un contexte différent. On a 2 ans. La fédération a le temps de pouvoir essayer de reconvaincre des joueurs, qui n'était pas le cas l'an passé. Donc, je pense qu'il faut maintenant qu'il y avait de nouveaux éléments à prendre en compte, donc de 2 ans, voir quel est le profil qu'il faudrait par rapport à la situation qui prévaut. Il y a aussi ce débat qui milite en faveur de plus de joueurs locaux, des championnats évidemment, le ligue professionnelle notamment, en équipe nationale, pour construire une ossature, pour construire une équipe qui a les couleurs, l'originalité locale. Vous faites partie de ceux qui défendent ce projet, cette idée? Non, monsieur le député. Pourquoi? C'est très simple. Je vous ai dit, sur 7 joueurs que j'ai aujourd'hui, j'ai 7 joueurs qui sortent des championnats amateurs. Ouais. C'est-à-dire les championnats de 4e et 3e division. Aujourd'hui, cette année, je vais faire signer, ils vont signer d'un moment à l'autre, à peu près 3 joueurs. 4 dans des championnats majeurs. J'essaie de me rappeler combien de joueurs ont signé des contrats pro, pas de pro stagiaires, avec des équipes d'un certain qui appartiennent aux championnats majeurs. Et vous verrez qu'il y a très peu de joueurs qui appartiennent à la Ligue Pro. Je ne suis pas sûr qu'il y a même un joueur ou 2 de la Ligue Pro qui a été transféré dans un club majeur. Nous avons, sur les 7 joueurs que nous avons 4 joueurs qui vont signer dans les clubs du championnat. Et je ne pense pas que c'est les joueurs. Sur ces joueurs, il y en a un seul qui a fait l'équipe, 2 qui ont fait l'équipe nationale, les autres l'ont pas fait. Je ne pense pas que les Européens achètent un joueur dans les grands clubs sur la base de leur sélection. C'est les clubs de seconde zone qui achètent des joueurs sur la base de sélection. Ces grands clubs font des tests, voient si le joueur a la qualité et les retiennent. Donc, à mon avis, comme c'est ce que Clarence Seedorf avait dit, s'il y avait des joueurs qui étaient extrêmement forts, prêts, je dis pas fort, je dis pas talentueux, je disais prêts, ils seraient déjà de l'autre côté dans les championnats, dans les grands clubs,
comme à l'époque, là, il était avec Samuel Eto'o au Real Madrid, Mbia était à Rennes, Mukanjo était à Rennes, Mandiek était, je crois, à Kaiserslautern, Mukankulu était à Monaco. C'est des clubs. C'est un écosystème qui montre en fait l'état de notre niveau, de notre championnat camerounais. Alors pour finir, le Cameroun, l'Afrique, a observé quand même une absence qui normalement ne devrait pas passer, du moins n'est pas passée inaperçue, celle de Albert Roger Mila à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Mila ici à Yaoundé a trouvé curieux quand même qu'il ne soit pas invité par tout au moins la FECAFOOT. Rappelons qu'il est quand même ambassadeur itinérant du Cameroun et le président l'aurait certainement nommé par ses talents de footballeur. Vous, comment vous appréciez cela? Bon, moi je pense que monsieur Albert Roger Mila, c'est une légende. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle toute la danse du corner et c'est un père aussi, parce que ma génération, je suis relativement jeune. Je pense que la fédération et l'instance ou le ministère des Sports a même à l'inviter. Bon, je pense que c'est dommage qu'il n'ait pas été là. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas d'informations sur les raisons de sa non-présence. Et bon, je pense que ça rentre dans le cadre des choses à parfaire pour le futur. Et je suis convaincu que le président Seydou Ndoundoua, dans le cadre de l'amélioration de sa gestion, réparera ça sera que dans les futures échéances, le président Albert Roger Mila sera là. La dernière question, ce serait une call, vous pourriez la prendre comme ça, et vous n'avez pas droit au joker. Si je vous demandais aujourd'hui, qui est responsable de l'échec du Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations? Le ministère des Sports, la FECAFOOT, Samuel Eto'o, Clarence Seedorf, les joueurs, vous avez 5 propositions, vous désignerez qui? Ça c'est une vraie colle là. Vous n'avez pas droit au joker, je l'ai dit. Bon, moi je pense que si je devais répondre à cette question, bon, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas dit que je suis obligé de répondre parmi ses responsables. Vous m'avez demandé qui est responsable. Donc, je dirais que c'était le coup du hasard. Le coup du destin. Il était prévu que le Cameroun ne gagne pas cette CAN. Et on va prier pour qu'en CAN, en 2021, le Cameroun puisse être dans les choix du bon Dieu afin qu'on puisse gagner cette CAN. Voilà ma réponse à cette question. Wilfried Dehapi, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué franc jeu tout au long de cette émission. Merci beaucoup. Et bon vent dans vos activités d'agent de joueur. On espère que vous allez découvrir encore plus de talent pour évidemment les prochaines victoires du Cameroun. Je pense que l'avenir nous dira. Alors monsieur, merci. Wilfried Dehapi, il est agent de joueur proche de Samuel Eto'o et avec lui on essaie de débriefer cette Coupe d'Afrique des Nations malheureusement pour laquelle le Cameroun n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. On espère qu'avec ce qu'on a partagé avec ce soir, ça contribuera à une meilleure préparation de l'équipe qui sait peut-être, même s'il n'y croit pas beaucoup, une victoire à Yaoundé en 2021. Bonsoir.